Bonjour, c'est Stéphanie. Bienvenue sur le podcast Tu joues ou quoi, dédié à l'univers du jeu de société. Suivez-moi, je vous emmène dans les coulisses, à la rencontre des acteurs de ce monde très créatif. Cette semaine, je suis accompagnée de Maxime Rambourg. Il crée des jeux depuis une dizaine d'années. Ses premières créations ont été éditées chez Yellow, Le Truc le Plus, The Big Book of Madness et Arena for the Gods. Il travaille souvent en co-autorat avec Théo Rivière et a signé notamment avec lui The Loop, Happy Bee, Fluffy Valley ou encore Little Tavern. Mais c'est en solo qu'il a brillé au début de l'année avec le jeu de trahison For a Crown, édité chez Repos Productions. Il a même fait partie des nommés à l'As d'Or. J'ai justement eu le plaisir d'interviewer Maxime Rambourg lors du dernier festival de Cannes. Alors, je suis toujours au Festival de Cannes avec Maxime Rambourg. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir invité. Voilà, ça fait plaisir de te rencontrer pour la première fois, en ce qui nous concerne en tout cas. On n'a pas eu l'occasion de se croiser encore. Pour le podcast, j'aime bien refaire un peu le parcours des personnes que j'interviewe avant d'aller sur l'actualité, pourquoi on est là, etc. Ouais. Donc, pour toi, ça a démarré comment dans le milieu ludique ? Est-ce que tu étais déjà un joueur invétéré ? Oui, on a toujours joué en famille. C'est quelque chose que le jeu que j'ai depuis toujours. Par contre, j'ai découvert le jeu moderne, le jeu de société moderne très tard, à la fac, grâce à un certain Gabriel Durnerin qui m'a fait découvrir ça. Et après, comme moi j'étais déjà très joueur et que j'avais déjà des aspects très créatifs, je créais déjà des jeux pour mes potes tout petits sans savoir ce que c'était que le jeu moderne. Donc quand j'ai découvert le jeu moderne, ça a été vraiment une explosion et j'ai joué à tout ce que je pouvais un maximum. Mm-hmm. Et après, j'ai vite monté un projet autour du jeu de société qui s'est transformé en un café-jeu, un bar à jeux que j'ai monté avec ce fameux Gabriel Durnerin. Alors Gabriel Durnerin, j'invite les auditeurs qui ne l'auraient pas encore fait à écouter le podcast. Il y a déjà... il y a un an, ici même, Festival de Cannes, j'avais interviewé en effet, donc qui est aujourd'hui chez Playpunk et qui a un parcours aussi très intéressant. Donc allez l'écouter, mais effectivement, vos parcours démarrent ensemble. Ils sont très liés, voilà. On démarre un petit peu ensemble avec ce café-jeu qui était un peu le but aussi, c'était de démarrer une aventure sans trop savoir où elle allait. On voulait faire des choses autour du jeu de société parce qu'on aimait ça. Vous vous êtes rencontrés comment ? Vous étiez sur Nancy ? À la fac d'art du spectacle à Metz. D'accord. Et donc c'était un cursus qui permettait de faire beaucoup de choses à côté, notamment de monter des projets, de faire des choses comme ça. Et Gabriel, lui, avait une association qui faisait des soirées jeux dans les bars. Mm-hmm. Je l'ai rencontré par un autre biais d'une autre association d'ateliers d'écriture d'ailleurs, voilà. Et du coup on a très très vite accroché, il m'a fait découvrir des jeux et on a après pas arrêté de mener plein de projets. D'accord. Et alors donc études dans le domaine du spectacle, plus précisément quoi ? Moi c'était plus précisément le cinéma. Voilà, j'avais des volontés d'être auteur déjà, mais plutôt de scénario. J'avais envie de voir quel était ce métier-là et comment on pouvait y accéder. Eh ben c'est pas complètement éloigné. Peut-être un jour tu feras des scénarios si ce n'est déjà fait pour même des jeux plus narratifs ou de rôle ou ce genre de choses. Non, j'ai pas encore eu l'occasion de faire. En plus, c'est très marrant parce que maintenant, avec le temps, je suis de moins en moins jeu narratif. Et voilà, j'aime l'expérience de jouer, mais peu celle de lire, que je trouve assez fastidieuse dans le jeu. Donc, c'est assez étonnant de ma part, mais j'ai toujours quand même une volonté de créer des univers. Et je pense qu'un jour, il y aura quelque chose qui ressemblera à une narration plus ou moins forte, mais par contre, à un univers assez fort. Ouais. Tu as été, toi, joueur de jeux de rôle ? Pas du tout. Pas du tout. Et pourtant, Gabriel est un immense et fameux et célèbre maître de jeu. Avec lui, j'ai déjà fait quelques parties et je redécouvre ça presque plus maintenant. C'était quelque chose qui, pareil, me lassait de lire, d'écouter. Je me sentais pas assez actif dans le jeu de rôle par rapport à mon expérience de joueur. Et maintenant que l'âge et la sagesse commencent à se faire ressentir, je commence à apprécier ça. Ouais. Bon, ok. La sagesse, on a l'impression que tu as, je sais pas, plus de 60 ans, mais c'est pas le cas. C'est exactement ça. On peut revenir un peu sur l'histoire de la fin de l'ours. J'aimerais bien en savoir un petit peu plus. Ça a donc démarré en 2008. Tout à fait. Tu as créé donc avec Gabriel Durnerin le café ludique. Mais tu avais déjà fait un petit peu de tes armes dans un autre café ludique, je crois, à Lyon, non ? Alors, il y a tout un parcours un peu chaotique là sur une année ou deux où avec Gabriel on essaye des choses et on a la volonté de faire, on essaye plein de projets avec des gens à qui ça se passe plus ou moins bien. Et ça, la finalité, ça a été d'ouvrir à deux ce café-jeu-là à Nancy. Okay. Il n'y a pas eu d'expérience concrète qui a été menée avant ça. Il y a eu des tests et des essais. Ok, donc là c'est sous statut associatif. Voilà, c'est une association qui existe encore et qui tourne très très bien. Je suis assez fier de ça parce que je n'y vais plus. Si, j'y vais régulièrement, mais je suis plus du tout dans les gestionnaires, dans les personnes décisionnelles.
Par contre, voilà, le lieu tourne toujours aussi bien. 10 ans, 15, ouais, même plus. On a fêté les 15 ans, donc 16 ans après. Ouais. Ça, c'est, Et c'est la chouette. volonté de départ, c'était quoi justement vous, c'était de se trouver un lieu fédérateur, enfin, c'était rencontrer, Alors, se faire rencontrer du monde. en essayant de mener des projets, de voir qu'est-ce que c'était que le jeu de société, et tous les métiers qu'il y avait autour et qu'est-ce que nous, on pouvait apporter à ça, on a découvert à Lyon les cafés-jeux. On ne connaissait pas les cafés-jeux associatifs. On était dans le milieu associatif depuis toujours, mais on ne connaissait pas cet aspect-là. Et à Lyon, on a découvert Moi je m'en fous, je triche, les épinards, etc. Enfin, les premiers bars au monde, les premiers bars à jeux. Et assez vite, on s'est dit que c'était un très bon point de départ pour fédérer des gens autour de ça, de trouver des gens qui pourront mener des projets. On aimait bien faire des choses en bande et on s'est dit, pour trouver des gens qui ont les mêmes envies et les mêmes volontés, on aura ce point de départ-là, on verra qui rentre dans ce café. Mieux trouver un local commun, quoi. Ouais. Voilà, c'est ça. Avoir un QG, c'était un peu ça l'idée, d'avoir un QG, qui est des gens qui rentrent et avec qui on puisse faire des choses. Et c'était exactement ça dès le début. En fait, on savait donc on est remonté à Nancy, qu'on connaissait, c'est une ville qu'on connaissait bien, et on savait qu'il y avait une vraie demande dans cette ville-là parce qu'il y avait une culture du jeu, mais il n'y avait plus du tout de lieu de jeu depuis des années, depuis une bonne dizaine d'années. Il y avait des lieux de jeu avant et plus du tout. Et donc on se dit, nos proches ne sont pas très loin, donc on peut être aidés. Et ils nous ont beaucoup aidés. Et en même temps, il y a une demande. Donc et effectivement, on a rempli le lieu en une semaine. C'était impressionnant. Donc assez vite, ça a fonctionné et ça a fédéré, quoi. Oui. Et pendant 10 ans, c'était un tout petit local, donc il était trop rempli. On devait refuser du monde tous les soirs. Et puis en 2018, on a réussi à déménager. Et là, maintenant, c'est grand, il y a de la place, on peut accueillir tout le monde. Et du coup, en association comme ça, tu étais quand même un peu un plein temps, en fait, mobilisé ou comment, oui, alors moi, j'étais fonctionnait le seul et unique salarié de l'association. Donc j'étais gérant du lieu. Et toute l'équipe était uniquement composée de bénévoles, donc de gens qui venaient gracieusement donner du temps pour que le lieu puisse vivre et qu'on puisse accueillir les gens et surtout animer les parties. Nous, c'était ça qu'on essayait de mettre le plus en avant à l'époque. C'était un lieu où on va choisir le jeu pour vous en fonction de vos envies et on va vous l'expliquer. On avait vraiment envie de montrer des jeux et de faire découvrir ça. Ouais, donc tu as été le gestionnaire, en fait. Ouais, je faisais en sorte que ce soit ouvert et que ça tourne, quoi. Ouais, ok. Et alors oui, savoir que ça a perduré et que c'est toujours un lieu maintenant connu parce qu'il est cité souvent quand même. Puis ça fait partie effectivement des. Alors premier, c'est pas vrai, mais des cafés-jeux, en tout cas, qui ont un peu fédéré tous les cafés-jeux ensemble. On a fait partie de ce projet. Bah oui, parce que j'ai interviewé un peu Mathieu Bonin et effectivement, on en a parlé, Mathieu Bonin. Du réseau des cafés-jeux. Voilà, du réseau des cafés-jeux. Lui a été président de la Feinte de l'Ours. On est revenu là-dessus, effectivement, sur la création de ce café, ce réseau des cafés ludiques et tout l'intérêt de se fédérer et de se multiplier. Donc, et d'essayer d'avoir un poids aussi sur plein de questions, mais avoir une certaine légitimité en termes de poids. On est nombreux, on fait la même chose et on peut peut-être aller taper sur la législation, sur les ministères, etc. pour leur dire qu'on existe. Et il y avait aussi vis-à-vis des éditeurs, des distributeurs, de dire on existe, on vous fait de la pub en permanence, comment on peut rendre ça fluide et intelligent. Bien sûr. Et alors, comment tu es venu à la création ? Tu disais, oui, tu as toujours eu un petit peu cette envie, ou même plus jeune, étant enfant, mais comment, à un moment donné, tu t'es dit, je me lance et j'essaie de vraiment créer un jeu et qui tourne, et pourquoi pas avec l'envie d'être édité ? Il faut que je retourne très, 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 très loin dans ma tête, dans le temps. Je pense pas que j'avais la volonté d'être édité, mais ça doit quand même être un peu faux, cette phrase. En fait, le fait de créer des jeux est venu très, 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 très avant la volonté d'être édité. C'est-à-dire que gamin, je faisais des jeux pour mes potes, c'est vraiment tout petit. Je prenais 3 bouts de papier, on s'amusait, je prenais les Lego, ils avaient des points de vie et puis c'est parti, on cassait des morceaux. Enfin, mais vraiment tout gamin, quoi. Donc c'est resté, et toute l'adolescence, on a fait plein de bêtises, mais pareil, j'y mettais des règles et c'était. J'ai toujours eu cet aspect-là créatif, mais dans d'autres domaines aussi, dans la musique, dans l'écriture, ça m'intéressait toujours de savoir comment on fait pour arriver au bout d'une œuvre ou d'un quelconque média. La curiosité, effectivement. Puis c'est vraiment, en fait, c'est pour ça que j'ai du mal à l'expliquer, parce que c'est naturel chez moi. En fait, c'est vraiment un truc que je conscientise pas du tout, je fais, quoi, c'est tout. Mais à un moment donné, il y a une idée de jeu, j'imagine, qui te
dit, ou du moins qui est assez fait, présente et assez aboutie. Quand je découvre justement que le jeu de société moderne et que je vois le foisonnement de choses et que je vois des noms sur les boîtes, il y a un petit déclic de « Ah, c'est possible, ça existe en fait ». Ce que je veux faire depuis que je suis gamin, en fait, ça existe vraiment. Il y a des noms sur il y a des noms en fait, il y a des gens, et puis ils en ont fait plein, et puis il y a une vraie marque, il y a une vraie patte, enfin voilà, je m'intéresse à ça et que je continue à créer. Et quand on monte le café-jeu, là par contre, je continue à créer et j'ai un vivier de testeurs. Donc j'étais déjà, et je le suis encore, très timide pour montrer mes protos à des gens, machin, mais j'avais quand même des potes qui passaient et ça me permettait de tester. Et en testant, on voit ce qui marche pas, et voilà. Mais je faisais énormément de choses sans forcément avoir la volonté de me dire je vais le montrer à quelqu'un. C'était pour le plaisir de faire. C'est vraiment pour le plaisir créatif, pas le plaisir d'aboutir à un objet commercial. C'est vraiment ça. Et en fait, Gabriel, lui, à un moment donné, au bout de 2-3 ans, se fait embaucher en tant que chef de projet chez Yellow. Ouais, basé à et évidemment, Nancy. on est en coloc depuis des années. Voilà, il voit passer mes prototypes et à un moment donné, sur Big Book of Madness, il me dit ça. Il faut que tu ailles le montrer. C'est entièrement grâce à lui. Je pense que ça aurait pris beaucoup plus de temps. À un moment donné, je l'aurais fait, mais ça aurait pris des années de plus. Tu n'aurais peut-être pas fait la démarche. J'aurais pas fait la démarche si ça n'avait pas été aussi facile. Puisque lui était chef de projet là-bas. C'est pas lui que j'ai montré, mais c'est. Il a vu qu'il y avait du potentiel. Voilà, il a vu que sur ce jeu-là, il y avait du potentiel. Et effectivement, je l'ai montré. Ça a été très, très, très rapide après derrière pour valider le projet. Et très, 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 très long après pour sortir le jeu. D'ailleurs, ça n'a pas été le premier jeu sorti. Ouais, c'est mon premier jeu sur lequel je travaille. Mais effectivement, ça a pris tellement de temps qu'il y a un autre jeu qui est sorti. Je pensais que c'était le premier jeu, tu vois. Et en fait, en recherchant dans la ludographie... raconte souvent l'anecdote, mais Big Book, je le signe en 2010. Il sort en 2015. Mais voilà, je fais la signature du jeu avec Yellow en 2010. D'accord. Entre-temps, effectivement, je continue à créer, puisqu'il y a quand même 5 longues années qui se passent. Oui, donc, bien sûr, tu t'arrêtes pas là. Il se trouve que tu as un autre jeu qui arrive chez Yellow juste avant. Ouais, c'est ça, qui est le truc le plus. Voilà, c'est ça, dans l'ordre chronologique des sorties officielles, c'est le truc le plus qui est mon premier jeu. Mais le premier que tu as signé, donc, reste Big Book. Ok, d'accord, je comprends mieux. Mais c'est vrai que pour moi, j'avais en mémoire le Big Book of Madness et j'avais pas... surtout que Big Book of Madness a fait parler de lui, modestement, mais voilà. Et alors que le truc le plus, pas du tout, ça a été très très vite oublié. Donc c'est pour ça que généralement, je nomme plutôt Big Book comme mon premier jeu. Oui, c'était un jeu, un deck building coopératif. D'ailleurs, c'est bien de refaire le pitch parce que je pense que les auditeurs d'un podcast, même s'ils sont très joueurs, connaissent pas tous les jeux. Bien sûr. Et on peut en reparler rapidement. Alors, je vais pas te faire ça, t'inquiète pas, sur tous les jeux. Mais moi, celui-ci. Pour le coup, là, ça vient vraiment de cette idée-là. J'adore les deck building, j'adore les jeux coopératifs. Et je me dis, c'est dommage, les deux n'existent pas. À ce moment-là, ça n'existe pas encore. Il n'y a pas encore eu Aeon's End qui arrive pendant que moi, je suis en train de créer. Je crois que ça sort quasiment en même temps. Et en plus un peu sur la même thématique, mais voilà, il y a une synergie, c'est souvent de toute façon comme ça, les idées elles arrivent un peu en même temps chez tout le monde. Cette mécanique-là n'a pas encore été trop fouillée et du coup j'essaye de lier ces deux aspects, de voir comment on peut faire pour faire un deck building coopératif. Le jeu en lui-même, du coup, on est des sorciers, des apprentis sorciers, et on a ouvert un livre qu'il fallait pas. Et dans lequel il y a des démons, et donc on essaye de maintenir ces démons-là et ces monstres dans ce livre, ce Big Book of Madness. Et la mécanique, elle se fait justement donc à base de deck building, mais c'est un deck de ressources, c'est pas un deck d'effets et d'actions comme on a l'habitude à ce moment-là. Les effets et les actions sont des sorts qui sont devant nous permanents et qu'on va activer avec ces ressources qui sont dans notre deck. Ok, donc là en fait c'est parti finalement de cette idée de jeu, elle est partie d'une mécanique que tu voulais explorer différemment. Ouais, complètement. Ok. D'accord. Et en fait, le point de départ va être soit mécanique, soit thématique dans ce que je fais, mais voilà, ça peut être l'un ou l'autre. Dans ce cas-là, c'était celui-là. C'était celui-là, d'accord. Et donc ça t'a mis un peu confiance, ça t'a donné un peu confiance. Comme tu disais, tu as quand même continué à créer, effectivement, entre la signature et la sortie. Mais le fait que ça sorte, que ça soit plutôt bien accueilli, bien édité, etc., ça t'a donné envie d'aller plus loin. Tu t'es dit oui, ça peut quand même être une bonne idée de travailler dans ce domaine. Ouais, c'est très particulier parce que c'est une époque aussi où ça me confronte à ma timidité, mes difficultés à justement évoluer dans des univers que je connais pas, aller voir des gens que je ne connais pas encore, démarcher des éditeurs, des choses comme ça qui sont à cette époque-là des choses qui sont extrêmement difficiles pour moi. Donc il y a vraiment un grand paradoxe entre j'ai réussi à le faire, ça se passe bien. Enfin voilà, je peux le faire, ça existe, c'est possible. Et c'est difficile de sortir de sa zone de confort. Voilà, il y a encore une montagne qui, pour moi, par rapport à ma personnalité, était très très difficile. Donc il y a vraiment quelque chose de particulier sur cette période-là par rapport à ça. Et après, effectivement, l'accueil du jeu et le fait que ça marche bien m'a permis que ça m'ouvre des portes. En fait, j'ai pu envoyer des mails à des éditeurs en disant je suis l'auteur de tel jeu, et c'était oui, bien sûr, on veut bien regarder ce que tu fais. J'ai eu une chance énorme sur ce démarrage. Ça t'a mis le pied à l'étrier, mais pour toi, c'était pas acquis. Enfin, ça ne l'est jamais d'ailleurs.
sûr. Oui, mais même se Mais, déplacer sur des festivals, c'était pas quelque chose que je faisais à l'époque-là. Mais et voilà, ça t'a demandé des efforts. Ouais, tout à fait. Ok, je comprends. Et alors après, tu as quand même beaucoup de jeux qui arrivent derrière qui sont en co-autorat avec Théo Rivière. Ouais, principalement avec Théo. Ouais. Jusqu'à maintenant, il n'y a que lui, non? Ouais, jusqu'à maintenant, j'ai fait que des jeux avec Théo. Du coup, je fais plutôt des jeux sans co-auteur. Je fais plutôt des jeux tout seul. Ouais. Et il y a pour l'instant qu'avec Théo, avec lequel j'ai fait des jeux, et ça s'est tellement bien passé qu'on en a fait effectivement plusieurs. Maintenant, ça commence à en faire beaucoup. Et alors, comment vous vous êtes rencontrés? Et j'imagine que ça a vachement matché. Alors pas tout de suite. En fait, on se rencontre bien avant tout ça. Lui, à un moment donné, dans son parcours, va travailler chez Yellow. Et Yellow est un éditeur nancéen, donc à côté de chez moi. Et du coup, travaille avec Gabriel, qui est un ami, passe des fois à la fin de l'ours au café-jeu. Enfin voilà, c'est comme ça que je rencontre Théo. Et on est copains, mais on se croise. On gravite autour de la même sphère de personnes, mais c'est tout. Et c'est bien après, quand on se voit dans les festivals, lui est à Bruxelles, qu'on reparle, qu'on a l'occasion de se recroiser, et que là, lui me dit ça serait cool qu'on puisse faire des choses ensemble si jamais à l'occasion on a des idées, qu'on commence à papoter de certaines idées, qu'on voit que effectivement il y a des envies mécaniques, créatives qui ont l'air de bien se passer. Et comme Théo est quelqu'un d'extrêmement accueillant, motivant et avec une belle énergie comme ça au départ, je lui dis pourquoi pas, essayons de faire des choses. Et je pense qu'au bout de même en fait, avant même de commencer, c'est-à-dire que c'est moi qui devais le ramener en voiture jusqu'à Bruxelles parce qu'on était à un autre festival. Je pense que dans la voiture, on a passé 3 heures de voyage à faire un jeu entièrement. D'accord, et naturellement, à fond. À discuter. Et je crois que depuis, nos interactions, ça n'est que créer des jeux. C'est drôle. On ne s'arrête jamais quand on est ensemble. Comme vous voyez, c'est pour ça, quoi. Ça fuse. C'est ça. Ouais, donc c'est la bonne connexion. Enfin, vous êtes bien trouvés pour ça. Il y a un truc qui marche, je ne saurais pas dire quoi, c'est toujours très mystérieux ces choses-là, mais je crois qu'on a les mêmes envies. Et à ce moment-là, et même encore maintenant, encore plus, on a envie de s'impressionner l'un l'autre. Et donc ça marche de ouf parce qu'on a envie de montrer qu'on a une bonne idée et que l'idée de l'autre elle est super bonne aussi. Et donc ça crée quelque chose de très positif, de très qui porte. Ouais, vous vous tirez l'un l'autre en fait. C'est ça, c'est exactement ça. Ouais. Et est-ce que The Loop, justement, c'est le premier jeu que vous créez ensemble? Ouais, c'est sur The Loop qu'on est en train de parler dans la voiture. En fait, je suis à Bretzel et des jeux à ce moment-là. Je montre The Loop Catch-Up, ce qui était à l'origine de The Loop, qui était encore vraiment n'a rien à voir avec ce qui est sorti. Et Théo, il m'en parle de ce jeu dans la voiture et je fais oui, mais du coup il y a ça. Enfin voilà, on reparle des retours que Catch-Up m'avait fait dessus. Il y avait vraiment rien n'allait dans le jeu évidemment, mais il y avait une thématique cool et il amène plein de bonnes idées et assez naturellement, je crois, on sort de la voiture, on se met sur sa table et on continue à bosser dessus. Et pendant 5 jours, on ne fait que travailler sur ce jeu-là, quoi. Ouais, ça l'a inspiré. Donc là pour le coup, tu avais la thématique. C'était un. Ouais. Pour le coup, ça vient vraiment de la thématique. Celui-là, je voulais faire un voyage dans le temps. Je voulais qu'on puisse aller vers les époques futures, qu'il y ait des conséquences entre les deux. Il y a beaucoup de choses qui ont disparu de l'idée d'origine, mais il y a la thématique un peu folle aussi. Était là dès le départ. Le Docteur Fou, il était assez vite là aussi. Il y avait un truc un peu James Bond décalé des années 50. Voilà. Parce que là, il y a un gros aspect matériel aussi. Il y avait cette envie d'avoir cette tour. Et ça, c'est venu au développement ou c'était dès le départ, tu avais cette idée de truc un peu fou, justement? Elle arrive très tard, cette tour. Elle arrive à un moment donné où Catch-Up ils sont merveilleux pour ça, mais c'est des gros bosseurs de dev et donc on a fait essayer plein de choses et on arrive à un moment donné où le jeu marche mais il a perdu sa folie, c'est-à-dire qu'il est très automatique, ce Docteur Fou qui est peu incarné dans le jeu par le matos et en plus assez automatique, on sait où il va aller, on sait ce qu'il va faire, ça permet d'avoir un super contrôle sur le jeu et de pouvoir réfléchir, c'est bien, mais c'est un peu froid, on perd le truc. Et donc on réfléchit, on est avec Théo et on réfléchit à qu'est-ce qui pourrait amener un petit peu de fraîcheur là-dedans, de fun. Un petit peu de hasard, je me souviens assez bien, je ne sais plus qui dit quoi, mais je sais que le dialogue a été on va pas lancer un dé, c'est un peu nul, on va pas repiocher des cartes alors qu'on pioche déjà des cartes, on va pas lancer un truc, on va pas mettre des cubes dans une tour, c'est too much. Et on s'arrête, il y en a un des deux qui se dit attends. T'as dit quoi? On peut lancer des cubes dans une tour, mais pourquoi pas en fait, c'est rigolo. Et ça nous fait marrer, c'est même pas... Ça nous fait rigoler, on développe un peu un truc dessus et très vite on appelle Catch-Up en disant on a une idée un peu con, est-ce qu'on continue à aller dans ce sens-là ou est-ce que c'est vraiment trop con? Et au moment où on leur dit Catch-Up, ils font non mais l'idée elle est excellente parce que ça lui donne une mise en jeu, une visibilité sur la table qui est exceptionnelle. Il n'y a pas beaucoup de jeux de tour à cube, en tout cas dans l'autorat français. Oui, c'est vrai. Et du coup eux sont emballés tout de suite et donc nous valident le plan et on part là-dessus et là après je passe des nuits entières à imprimer des tours 3D pour avoir la bonne. C'est ce que j'allais dire, voilà, parce que
bah, c'est sympa ces genres de proto, mais ça demande du matos. Ouais, et puis en plus, moi, je n'ai aucune notion d'architecture, de 3D, de modélisation et tout, donc ça a été des tests. Comme d'habitude dans tout ce que je fais, j'essaye et jusqu'à ce que ça marche. Alors justement, sur la création, si on veut aller sur un petit peu plus les détails, toi, tu as besoin de quoi en fait pour créer du proto? C'est ciseaux, papier, crayon, imprimante. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce que donc avec le métier, j'ai évolué. Maintenant, mon matos voilà. a un peu changé, mais forcément. oui, de toute façon, c'est une imprimante, du papier, une imprimante. À cette époque-là, en plus, Théo, lui, il a déjà plus d'expérience là-dedans, et notamment, il côtoie des gens d'expérience. Théo, il travaille avec Boza, avec Maublanc, avec Bruno Catala, etc. Et donc, ces vieux briscards ont pas mal de petits tips, ont pas mal de techniques, et il me les transmet. Ils les ont partagés à Théo. Théo me les a transmis aussi. Mais principalement, moi, j'ai un cutter, une imprimante et des feuilles stickers, des feuilles autocollantes qu'on va aller poser sur du carton et pouvoir faire des belles tuiles et que le matos soit pas trop désagréable à manipuler, parce qu'un proto c'est toujours un peu compliqué pour se projeter sans une belle ergonomie, un beau matos, c'est dur de savoir où va le jeu. Et tu travailles sur un logiciel, tu as un logiciel de prédilection? C'est Affinity, mais pareil, parce que Théo à un moment donné bossait là-dessus et que c'était chiant parce qu'on n'arrêtait pas de s'envoyer des fichiers et qu'il fallait les convertir et que c'était c'est vraiment par pur pragmatisme. On s'est mis on va prendre le même, ça sera plus simple. Comment tu t'appelles? Affinity. Affinity, je connais pas du tout. C'est c'est de la mise en page? C'est vraiment c'est un logiciel de graphiste. Ah ok, d'accord. Très basique. Très basique, donc assez accessible pour le coup. Ouais, c'est assez accessible. C'est libre de droit ça? Non, mais je crois que c'est 50 balles une fois. C'est à vie après. Oui, c'est mieux ça. D'accord. C'est plus abordable qu'une de la suite Adobe. Ouais, tout à fait. Forcément tout de suite. Ok, bon, c'est un peu technique, mais et qu'est-ce qui te plaît finalement dans le co-autorat? Parce que tu disais que tu es quand même assez solitaire sur la création. Le co-autorat, le gros avantage, c'est que moi je suis extrêmement feignant, donc en fait dans le co-autorat il y a une obligation très sociale et très inconsciente, mais d'avancer sur le projet. On est attendu, on a un rendez-vous, on a dit qu'on en reparlait à cette date-là, il faut avoir quelque chose à montrer. Et en plus, d'autant plus quand je disais tout à l'heure on a envie de s'impressionner avec Théo et que ça marche comme ça, là il y a encore plus ce truc de il m'attend en fait, il faut que je lui montre une idée, il faut que je lui montre que j'ai travaillé sur ce projet et que j'ai une nouvelle version à proposer et que j'ai des idées. Donc le co-autorat, moi je trouve le gros avantage c'est ça, et après il y a une deuxième chose qui est de réussir à prendre du recul de temps en temps sur je suis persuadé que mon idée elle est géniale, quand le deuxième il dit peut-être est-ce qu'on n'essaierait pas plutôt ça, et on se dit peut-être que je suis biaisé par ma propre vision de ce que je viens de faire, et enfin voilà, ça permet d'avoir un regard extérieur, ce qui des fois quand on est tout seul de débugger des choses ou de débloquer aussi les séances de brainstorming qu'on fait à deux, on les fait quand on est tout seul dans sa tête, mais en fait l'exemple que je donnais tout à l'heure sur la tour à cube, c'est exactement ça. Moi tout seul dans ma tête j'aurais fait non, je vais pas faire une tour à cube, c'est nul, je vais pas lancer un dé, c'est nul, je vais pas, et à un moment donné s'il y en a pas quelqu'un en face qui dit attends cette idée-là, et généralement il la modifie, il en fait autre chose, mais lui ça lui a fait penser à quelque chose d'autre, etc. C'est le rebond forcément. Ça rend de réussir à connecter deux cerveaux et d'avoir le double d'idées. Et pour le coup, la force du binôme, c'est peut-être aussi, ça permet aussi, comme tu disais, t'aimes pas trop le démarchage, ce genre de trop, c'est peut-être plus facile aussi. Chacun un peu sa part sur ce travail-là. Pas forcément. Si, parce que là ce serait vraiment mentir parce que Théo, lui, il a un réseau qui est exceptionnel, et notamment à l'étranger. Moi je suis pas du tout anglophone, donc Théo il est hyper bon là-dedans, il est hyper pertinent. Avec le temps, moi maintenant j'ai des contacts des éditeurs avec qui ça s'est très bien passé, avec qui j'ai des très bons contacts et tout, donc là moi je vais faire ce boulot-là sans aucun problème, mais lui la plupart du temps il arrive à trouver des gens que moi je connaisserais pas forcément et avec qui on va travailler. La force du réseautage, un peu comme on dit, bien sûr. Et est-ce qu'il y a d'autres auteurs avec qui tu aurais envie de collaborer? Comme ça, il y a une affinité particulière quand vous vous êtes croisés en fait, ou même sans connaître une envie particulière? C'est compliqué parce que moi je sais que j'ai besoin d'une relation amicale. Pour pouvoir faire du co-autorat, j'ai besoin de pas du tout me poser de questions sur le regard de l'autre, ce qu'il va penser ou ce que moi je vais penser de lui ou machin, d'avoir déjà dépassé tout ce stade de qui on est et comment on communique. Donc ça demande déjà du temps, d'avoir passé du temps ensemble. Bien sûr. Je sais que j'ai très 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 envie de faire un jeu avec Gabriel parce qu'on a une histoire commune ce serait beau qu'un jour on arrive à continuer à croiser les projets. Et lui-même a quand même créé des jeux. Il est auteur de jeux aussi, et on travaille sur des projets. Il y a des choses qui existent. Voilà, après, il n'y a rien n'est acté, signé, mais je pense qu'un jour, on va réussir à vivre cette aventure-là à deux. Ça sera super chouette. Et j'ai d'autres amis qui ne sont pas encore, mais qui gravitaient autour du café-jeu, notamment, et qui nous ont beaucoup aidé à monter le café-jeu et à le tenir. Et notamment à son ancien président, Samuel Collin, qui a tenu le café pendant longtemps et à qui on commence à faire des choses aussi. Et voilà, là, il y a une relation amicale, et donc on sait se parler, on sait comment ça marche. Après, il y a des auteurs
dont j'admire le talent et le game design et avec qui j'aimerais travailler, mais là c'est plus sur un aspect utopique, technique, de voilà, ça me ferait plaisir qu'on arrive à échanger et travailler ensemble, mais comme je les connais pas, je ne sais pas si la relation serait bonne, donc je passe pas le pas, quoi. Ouais, mais tu penses à qui par exemple? Là comme ça je pensais à Grégory Ricard, qui est quelqu'un que je connais pas du tout. Alors humainement, je pense que ça matcherait complètement. Mais voilà, il y a plein de gens qui m'ont dit ça. Alors pour le coup, tu vois, moi je suis en Normandie, c'est un auteur normand, on s'est quand même croisé dans plein de festivals mais ça a l'air d'être un chouette type et là récemment il a fait quand même des choses qui sont vraiment très élégantes et moi j'aime bien l'épure et enfin voilà, on en parle souvent de cette notion là dans les jeux, d'enlever tout le surplus et d'avoir vraiment ce qu'on veut mettre en valeur à l'essentiel et je trouve qu'il y a souvent ça dans ces trucs. Donc toi tu es sur Nancy? Ouais. Il y a pas de réseau d'auteurs il y en a plus ou moins à droite, à gauche, mais comme je disais, moi j'ai besoin de connaître les gens bien et puis dans les réseaux d'auteurs il y a un truc avec lequel je suis pas à l'aise et je saurais pas dire quoi, comment, pourquoi, mais d'avoir déjà moi avoir plus de 3 personnes qui discutent ensemble sur un même truc, je vois pas la pertinence. J'arrive pas à faire le tri. Et donc souvent je trouve que ça ressemble quand même beaucoup à ça, un peu des gens qui prennent plus la parole que d'autres et qui reformulent et j'ai souvent l'impression que c'est plus de la perte de temps qu'autre chose. Donc il y a des petits groupes, il y a des gens qui font des prototypes, de temps en temps je les croise et voilà, je participe, mais je ressens pas le besoin. Ouais, je ressens pas le besoin d'utiliser ça pour ça. Et alors là, ça fait quand même 10 ans d'autorat. Enfin, l'année dernière, en 2024, je crois, en regardant, je dis 2014, ça fait 10 ans. Comment tu as évolué dans ta création? Parce que je voyais au départ, il y a quand même beaucoup de jeux coop, sur tes débuts en tout cas, et là, on est devenu des jeux taquins. Ouais. Il y a quand même eu Little Tavern l'année dernière. On se taquine pas mal avec Théo. Et puis bien sûr For a Crown là, qui a fait parler de lui à sa sortie, là, tout début janvier. Voilà, comment tu vois l'évolution de ta création? Waouh, j'en sais rien, je me regarde pas, j'aime pas du tout me regarder. Non, c'est hyper intéressant, je me suis jamais posé la question, effectivement j'aime pas trop me poser ces questions-là. J'ai peur que ça m'enferme dans des trucs ou je sais pas. J'adore les coops, j'aime bien créer des coops. Mais j'aime bien essayer des choses. Et j'aime bien, ça va être très bizarre ce que je vais dire, je ne sais pas comment l'exprimer. J'aime bien faire des genres de jeux que j'aime pas. J'ai une frustration des fois de me dire, putain, ce genre de jeu-là, tout le monde aime bien, ça a beaucoup de succès. Moi, ça me parle pas trop, je comprends pas comment ça se fait que j'arrive pas à accrocher, à m'amuser autant que les autres. Tiens, je vais prendre cette méca et je vais essayer d'en faire quelque chose qui m'amuse moi. D'accord. Parce que du coup, sans le conscientiser, c'est pas. Mais j'ai remarqué à un moment donné que je faisais ça souvent et que je me disais, parce que du coup, ça remplit forcément une case qui n'existe pas, puisque c'est quelque chose qui ne devrait pas m'attirer, mais j'essaye de le transformer pour que ça m'attire. D'accord, c'est tordre un petit peu finalement le truc qui est une méca. Et donc après, du coup, ça fait que j'essaye plein de choses diverses et variées, mais voilà, j'aime bien changer les projets. Moi, j'aime bien bosser sur et notamment des coopératifs, mais des plus gros jeux, des choses qui sont un peu plus ambitieuses en termes de durée de partie, de complexité. Mais malheureusement, l'évolution du marché et de ce que recherchent les éditeurs, elle est à 2000 bornes de ça, et donc je pratique, je me contrains un peu à la pratique de plus petits jeux, plus simples, pour essayer de coller aussi à ce qu'attendent les éditeurs. Toujours en m'amusant, parce que sinon je ne ferais pas ça m'intéresserait pas. J'imagine, parce que là tu es 100% auteur. Enfin, tu travailles, c'est ton métier aujourd'hui. Depuis 2018. Et tu as réussi à faire la bascule comment en fait à quel moment Moi je suis donc gérant à ce moment-là du Café Jeu, je sors Big Book, qui marche très bien. J'ai un train de vie extrêmement modeste, j'ai pas de grandes charges, de grandes dépenses. Je mets cet argent-là un peu de côté, mais naturellement. Et puis à un moment donné, je me dis, tiens, j'ai un jeu, j'en ai un autre qui sort, j'en ai un autre en projet, en cours de. J'ai les contacts, je sais faire. J'ai de quoi tenir 2-3 ans à vivoter avec cet argent-là. Essayons pour voir. Ces 2 années-là, je vais les consacrer à ça et je vais voir ce que ça donne. Puis au bout des 2 ans, le bilan c'était j'ai de nouveau de quoi tenir 2 ans, donc je peux essayer de retenir 2 ans. Et c'est un peu ça tous les 2 ans à peu près depuis. Ok, écoute, en même temps, voilà, si ça fonctionne, et puis c'est vrai, comme tu dis, toute une question de train de vie aussi, d'envie, c'est ça, en fait, comment on a envie de vivre. La notion aussi. d'en vivre, elle est quand même très très floue, elle est très dépendante des personnalités. Mais oui, bien sûr, sur plein de domaines, c'est comme ça. Il y a des gens que ça insécurise complètement aussi, je pense. Mais moi, en fait, on me pose souvent cette question-là.
Et moi j'ai toujours vécu cette insécurité-là, puisque en étant gérant d'une association qui savait pas si à la fin du mois elle avait de quoi payer le loyer, en fait c'était déjà le cas, quoi. Et puis après, ça te faisait pas peur si tu faisais des études dans le spectacle. Que ça, oui, moi ma priorité c'était pas d'avoir une sécurité, très clairement. Ouais. Alors est-ce qu'on peut revenir quand même sur un peu For a Crown ? Voilà comment il est né ce jeu, parce qu'effectivement il a été un peu à contre-courant, et c'est pour ça je pense qu'il a été bien remarqué aussi sur le fait que tous les jeux dernièrement étaient plutôt consensuels, la tendance, je parle. Oui, bien sûr. Et effectivement, là, c'est rare. Enfin, ça s'est trouvé rare, les jeux où on va autant se pourrir, quoi. Ouais, oui, très, très clairement. Mais pareil, j'en ai pas du tout conscience quand je bosse là-dessus. C'est marrant. Ouais, mais bon. J'ai envie de. Je viens du café-jeu, donc je vois bien, moi, l'ambiance que ces jeux-là créent autour d'une table, en fait. Il y a un peu ça, et j'ai envie de. C'est cool quand on est auteur d'avoir des jeux où les gens ils crient un peu autour de la table. Il se passe quelque chose, oui. Où il se passe quelque chose. Dans mes premiers jeux, j'ai fait Arena for the God. Oui, quand qui même. Est un jeu où on se met sur la gueule. C'est un wargame de plateau. Enfin, pas wargame, mais on a des personnages qui se tapent dessus. Dans une arène, de quoi. Dans une arène. Avec le temps et avec le recul, avec l'expérience, je me dis putain, j'aurais pu faire mieux sur ce truc-là. Il y a plein de choses qui me dérangent un peu dans l'édition, dans le développement qui a été fait, que j'ai fait moi. Et je me dis putain. C'est un jeu qui comptait pour moi, mais il n'a pas eu l'histoire que j'aurais voulu. Tiens, je vais rebosser un peu dessus en faisant autre chose. Tu pars de l'idée, tu pars de quoi ? De la thématique, je pars de ce qui n'a pas fonctionné dans le jeu. Je pars de je veux qu'on se tape dessus les uns les autres, mais il y avait toute une notion de déplacement dans For a Crown qui était dans Arena qui marchait pas du tout. Et du coup, je me dis j'enlève le plateau. Et quand je veux taper sur quelqu'un, mon choix c'est sur qui je tape. Et je reprends cette notion de les points de vie sont cachés. Et après, il y a 2-3 ans de développement derrière qui font que ça n'a plus rien à voir et on ne voit même plus le lien entre les deux. Mais le point de départ vient vraiment de là. Ouais. D'accord, oui. C'est la volonté de refaire ce jeu-là différemment. Ouais. Et la thématique, elle est venue avec l'éditeur ou ça a été quelque chose que tu as assez... Ouais, du coup, la thématique, elle est en fait sur ce genre de jeu-là. J'ai dû mettre des magiciens et puis point barre parce que je me dis c'est difficile de créer des univers sur des choses comme ça. Il faut rester assez faut que ça parle à tout le monde en fait. Et même moi en termes pour avoir des idées, pour créer des pouvoirs, des choses comme ça, il me faut un univers assez classique, assez référentiel pour pouvoir avancer vite sur le développement de c'est ça, il ne fallait pas que ça te freine. Ouais, c'est ça. Et comme là, l'idée de départ était plus mécanique, c'est pareil, c'est fou comme concept, c'est des sensations de jeu. Je sais que je veux cette sensation de jeu-là dedans. Je m'embête pas avec tout le reste. Mais ça, c'est effectivement ce que, pour avoir interviewé Bruno Catala, c'est ce qu'il cherche lui, en fait. Ouais. Il dit moi je m'intéresse pas à la mécanique ni au thème, c'est pas mon point de départ, mon point de départ c'est la sensation de jeu. Ouais. Et effectivement, c'est hyper important. Et toi ton envie elle était de qu'il y ait une ambiance autour de la table, que ça fight gentiment, mais ça moi je pense que Pardon, mais là on en parle beaucoup du fait que c'est un jeu méchant, qu'il faut pas y jouer avec des gens susceptibles, etc. Et ça, donc je découvre ça parce que j'ai vraiment, comme je disais, je conscientise pas tout ça. Mais j'ai l'impression et notamment en repos production surtout, ils ont mis plein de coussins et d'oreillers partout en fait pour que ça ne le soit pas. Parce que y a notamment une notion de rythme de ok, je vais te taper, je vais t'enlever un point de vie, un point de victoire, mais ta frustration elle va passer quasiment instantanément puisque tu vas le faire exactement la même chose tout de suite après. Oui, on rend coup pour coup, donc du coup normalement là, et pour moi le truc le plus important, parce que j'aime pas les jeux méchants, en fait j'aime pas les interactions directes quand on a construit quelque chose. Et comme tout le monde en fait, quand on a construit quelque chose et que notre voisin il nous le casse, en fait c'est frustrant, j'ai passé du temps à le construire et j'en espérais quelque chose, c'est chiant. Là on ne mais ça, c'est quand on passe une heure sur un jeu. Ouais, voilà. Là, on ne fait que détruire quelque chose qu'on n'a pas construit. Donc, en fait, normalement, la frustration n'a pas trop sa place. Mais voilà. Disons, faut pas jouer avec des trop jeunes quand même, je pense quand même. Ouais, avec les gamins, et encore, ça dépend. Moi, j'ai des super exemples de parties avec des ados qui sont un peu susceptibles et là, qui ont le plaisir de pouvoir taper en contrepartie et de se venger. Ouais. Et du coup, ce que j'expliquais tout à l'heure, du coup, la frustration, elle baisse immédiatement puisque, ok, tu m'as fait ça, je vais faire pareil. Ouais, voilà. On a le droit de faire ça, en fait. Ouais, c'est ça. On a le droit, c'est cool. Ouais. Et alors, forcément, cette nomination à l'As d'Or, c'était une surprise. Complètement. Ah oui, c'était beaucoup trop surprenant. D'ailleurs, j'étais pas préparé. Pour l'anecdote, je suis chez Théo à ce moment-là. On est en train de travailler. On fait notre petite session avant Cannes annuelle. Préparer les protos à présenter à Cannes. Le matin même, lui, il fait une émission Twitch. Les gens nous en parlent un peu et on dit de toute façon, je pense qu'on regardera même pas la cérémonie. On n'est pas concerné cette année. On n'a aucun jeu qui pourrait être nommé. Donc
Voilà, on s'en préoccupe pas, mais on fait de petits pronostics. Si on y pense, on regardera. Ouais, si on y pense, on regardera. Et effectivement, à ce moment-là, lui, il est rendez-vous, donc moi, je mets le truc parce que j'ai rien d'autre à faire. Il me rejoint un peu après. Et on fait le jeu de... on donne le nom à la seconde avant les jeux, etc. Et au moment où on dit Château Combo, et en fait non, c'est Forest Crown. Et là, je prends une grosse claque. C'est quelque chose qui m'intimide énormément. Et donc là, je me suis senti tout petit. Non, je voulais me cacher. Non, attendez, je suis pas prêt. C'est ce que j'ai bien entendu. Ouais, j'ai eu 24 heures de boula. C'est bizarre. C'est très très intimidant. Ça fait peur. Ça t'a fait peur, ouais. Ouais, vraiment. Après, c'est ma personnalité. Et puis après, je me suis dit assez vite, au bout de quelques jours, je me suis dit, j'ai que un mois pour profiter de ça. Dans un mois, on n'en parle plus du tout, en fait. Ah ouais, voilà. Ouais. Là, on en parle, c'est Cannes, mais après, la semaine prochaine, plus personne parle de l'As d'Or. Donc en fait, s'il faut que je kiffe, c'est maintenant. Profitons. Donc après, je me suis dit, allez, je vais essayer d'en profiter un maximum. Ouais, t'as raison, le carpe diem, comme on dit. Ouais, c'est ça. Bon, puis Théo aussi, qui avait connu ça, en fait. Et t'as peut-être dit aussi, là, calm down. Ouais, c'est bizarre parce qu'on veut pas y mettre d'enjeu, on veut pas. Enfin voilà, il y a tout un détachement aussi. Moi, je suis pas pour les cérémonies, je suis pas pour la compétition dans ce domaine-là, machin. Mais en fait, tout le cérémonial qui est autour, tout est fait pour que ça nous mette quand même la pression et qu'on y soit sensible dans tous les cas, quoi. Et alors, bien sûr, là, tu étais présent forcément à la cérémonie, là, j'imagine. Ouais. Donc, c'est quoi finalement le ressenti à l'annonce ce sera peut-être pour une prochaine. C'est plutôt du soulagement, j'en sais rien. C'est plutôt. Ouais, il y a une forme de soulagement parce que c'est quand même beaucoup de stress et donc c'est ok. Là, le stress, il est plus nécessaire. Il y a plus de danger, je vais pas mourir, tout va bien. Il y a une part de déception parce que justement dans les derniers instants, dans la dernière demi-heure, dans le truc, on se dit tiens, ça se trouve c'est possible. Jusque j'étais ça va être Captain Philippe, pas de problème, ça va bien se passer, on fera la fête dans tous les cas. Et puis il y a un peu cette annonce qui est très surprenante, c'était celui qu'on n'attendait pas parmi les trois, donc du coup il y a un peu ce truc de c'est bizarre. Ouais. Mais comme l'émotion elle est tellement haute à ce moment-là, du coup elle peut pas redescendre non plus. Enfin, c'est très difficile d'exprimer ce qu'on ressent à ce moment-là. C'est un peu l'ascenseur émotionnel. Et c'est surtout, en fait, j'étais déçu pour l'équipe de Repoprod parce qu'à ce moment-là, ils sont autour de moi, ils m'ont chouchouté, accompagné parce que j'avais très 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 peur de cette cérémonie. Et donc ils ont été vraiment avec moi pour plein de raisons sur plein de choses. Et je les vois eux déçus de ne pas gagner. Et ça m'a vraiment touché de les voir eux déçus. Je ne suis pas déçu pour moi parce que je m'en fous, mais il y avait un truc de... C'était plus ça, ouais. Merde, effectivement, ça aurait été chouette pour eux, ça aurait été chouette, c'est une belle équipe, ça s'est bien passé, ça aurait été un beau final sur ce projet-là. Oui, c'est sûr, comme tu dis, c'est un travail d'équipe, donc c'est toute une équipe qui est derrière. Ah oui, il y a du monde derrière, effectivement. Ouais. Et il y a eu juste combien de temps de développement sur ce jeu ? Avec Repoprod, il y a eu, je dirais, un an et demi, mais assez classique, assez rapide. C'est à peu près la norme. C'est à peu près la norme. Ouais, après, ils ont la chance d'avoir les moyens de pouvoir passer du temps sur un jeu. Et c'est des gros bosseurs. Pierre, le chef de projet, il y a vraiment un gros big up à lui faire parce qu'il a fait son travail de chef de projet, ce qui n'est pas toujours le cas chez pas mal d'éditeurs. C'était lui qui proposait des choses, c'était lui qui faisait avancer le projet, qui amenait des nouvelles idées matérielles. Qui voyait mes versions et qui me faisait rebosser et avec derrière Tanguy qui chapeautait tout ça et vraiment c'était à chaque fois dans une bonne ambiance et qui m'ont poussé, quoi. Les petits coffres au trésor, tout ça, c'est des choses que toi t'avais imaginé ou Non, je savais qu'on allait cacher, je voulais pas des paravents parce que c'est un peu nul, ça tombe tout le temps, ils étaient d'accord avec ça et c'est Pierre en l'occurrence, je revois plein de visios qu'on a où il me montre j'ai fait ça avec mes petits doigts, avec des 3 bouts de carton, c'était génial de cette recherche matérielle là. Ouais, ça doit être assez magique aussi ça en fait de voir pour un auteur comment son idée elle est transcendée un peu. Ouais, mise en valeur. Ouais, mise en valeur. Ah oui, complètement, parce qu'en plus nous on a forcément en tant qu'auteur, on a une projection sur ce que ça devrait être. En sachant que ça ne sera pas ça, puisque on n'a pas le mot final, puis moi j'ai pas forcément les compétences surtout. Et puis on voit que putain, c'est mieux que ce que j'avais pensé en fait. Alors des fois non, mais là en l'occurrence, c'est le matériel, il est fou. Ça a été pour toi une belle surprise cette édition, quoi. Ouais. Belle réussite. C'est vraiment ce que je dis quand il y a des projets comme ça où tout se passe bien, on a envie que tout continue à bien se passer. Ouais. Alors sur Cannes, il y a aussi une autre actualité. Pour toi, c'est Présages chez Spiral Édition. Voilà. Alors, il est en avant-première ou il est sorti ? Il est en avant-première, il sort le 14 mars. Voilà, donc il est en avant-première. Mais là aussi, une belle édition, des superbes illustrations de Ben Renaud. C'est quoi le pitch du jeu ? C'est un jeu de défausse par équipe. Donc c'est vraiment l'idée, c'est de se débarrasser de ses cartes, mais on a une notion d'équipe qui fait que si mon partenaire se débarrasse de ses cartes, j'ai gagné quand même. Et tout l'intérêt, c'est qu'il y a très peu de cartes, c'est assez minimaliste comme jeu. Il y a 30 cartes avec 30 effets différents.
Et quand je vais jouer une carte, elle va avoir un effet qui va permettre de savoir si à la fin j'arrive à m'en débarrasser ou pas. Et si je m'en suis pas débarrassé, je la remets dans ma main. Donc il y a une petite notion de ok, maintenant je sais que lui a ça, que mon partenaire a cette carte ou que mon adversaire a telle carte. Je vais essayer de faire en sorte de lui faire défausser ou pas. Ce côté par équipe, c'est sympa aussi, ça change. Ouais, pareil, c'était pas hyper conscient, mais c'est quelque chose qui est hyper recherché par les éditeurs, la notion de jeu par équipe. Et donc assez vite, Spiral, dans mon proto de départ, il y avait cette notion d'équipe, mais ou pas, ou peut-être, c'était encore balbutiant. Ils ont dit non, c'est un jeu par équipe et c'est ça qui est fort dans ce projet-là. Mais c'est à ça que servent les éditeurs, à mettre le doigt sur les choses qui vont bien dans les projets. Ouais. Ce jeu-là, tu l'as imaginé comment en fait? C'est parti de ce point de départ de jeu d'équipe? Il y a deux choses. Il y a l'idée j'aime pas les débats de nomenclature, de qu'est-ce qui veut dire quoi, et il y a un débat dans le milieu du jeu de qu'est-ce qu'un jeu de pli et qu'est-ce qu'un jeu de défausse. Ok. Et souvent les gens, oui, enfin je dis dans le milieu du jeu, Oui, juste plusieurs fois on n'était pas d'accord sur qu'est-ce qu'un jeu de pli, comment on appelle un jeu de pli et comment on appelle un jeu de défausse, mais en rigolant quoi, en allant chercher les vraies définitions, les vraies fausses définitions de Wikipédia. Et je me dis mais un jeu de pli de défausse ça n'existe pas. Donc je pars un peu de cette idée là au début. Et après, de ce que je disais tout à l'heure, moi je suis pas un grand fan des love letters, etc., des jeux où il y a plein d'effets, des jeux minimalistes avec des effets qu'il faut un peu retenir, il faut avoir un peu joué pour comprendre. Et je me dis, tiens, mais j'ai envie de faire ça, mais de ce que je disais tout à l'heure, de l'adapter à moi, mon plaisir de jeu. D'avoir un truc où je peux quand même jouer sans avoir tous les effets en tête. Il se passe quand même des choses autour de la table et des rebondissements sont qu'on ait un contrôle total sur ce qui va se passer, et avec cette notion d'équipe qui est arrivée derrière. Et c'est des cartes uniques du coup, chaque pouvoir? Ouais, il y a 30 cartes uniques, il y a 35 cartes parce qu'après il y a des cartes un pouvoir qui se répète. Mais ouais. Donc avec l'effet tout de suite visible quoi, pour le coup. Tout à fait. D'accord, ce qui évite de tout retenir aussi. Exactement. Ouais. Ça c'est parfois c'est galère. C'est classé quand même en quoi? C'est du familial? Alors c'est pas moi qu'il faut demander ça. Ouais, vu ça. Okay. Je ne saurais dire c'est familial. Oui, si, c'est familial, c'est relativement familial. Et la rencontre avec Spiral, elle s'est faite via Théo pour le coup Spiral, de manière générale, c'est la famille. C'est la bande de copains avec laquelle je suis sur les salons, sur les festivals. Okay. Effectivement, via Théo, bien sûr. Théo, qui est l'un des membres fondateurs. Il est un des membres de Spiral. Mais du coup, par son biais, je rencontre ces gens-là. Je crois on sympathise au bout de 3 secondes. J'en connaissais certains d'avant, mais il y a quelque chose de très naturel. Oui, forcément, c'est des potes. Et puis il y avait l'envie de travailler ensemble depuis un moment. Et on se disait, il faudra qu'on trouve le bon moment, le bon jeu. Et ça a été très rapide et net sur ce projet-là. Cool. Alors là, au niveau direction artistique, c'est... Ouais, Ben Renaud qui a fait un travail extraordinaire. Donc il avait déjà bossé avec eux en tant que graphiste. Ils se connaissent déjà. Et c'était hyper chouette ça, d'avoir l'illustrateur d'un jeu avec lequel on a des échanges en tant qu'auteur et qui est là pour certaines séances de développement. Il a apporté des choses et moi je trouve ça hyper précieux et ça me manque beaucoup dans plein de projets de ne pas avoir l'illustrateur parce que pour moi il fait partie intégrante en tant qu'auteur du jeu aussi, et ça devrait être plus proche, plus lié comme ça l'a été là, et donc ça me tient à cœur que ça se soit passé comme ça. Ça a été un vrai plus quoi. Ouais. Ah, c'est chouette. Alors, est-ce que tu as d'autres projets, d'autres sorties à venir là, sur 2025 ou 2026, que tu pourrais dire? Ouais, faut que je réfléchisse à ce qui est sûr, c'est surtout ça. 2025, il y a en fin d'année, chez Blue Orange, avec Théo Rivière, on a Kekosaur, qui est un jeu pour enfants coopératif. D'accord. Avec une petite tour dans laquelle on lance des cubes. je ne dis rien. Mais oui, on a repris cette gimmick-là pour en faire un coop pour enfants. On essaye de livrer des commandes de cakes, mais il y a un monstre qui mange tous les cakes et qui va à un moment donné les vomir. Et il faut réussir à avoir rempli le maximum de commandes avant ça. Et ça fait vraiment une gimmick qui est très sympa pour les gamins. Ça marche très bien. Ça vous amuse aussi sur les jeux pour enfants. Ça c'est pour le coup. Valley, là, les petits cucus, les machins. Ouais, c'est le jeu des petits cucus, tout à fait. Théo et notamment sa compagne, ils ont une expertise sur les jeux d'enfants que moi j'ai pas forcément. Je me sentirais pas pertinent pour faire un jeu pour enfants seul. Mais on a cette même envie de se dire, un jeu pour enfants, il faut que ce soit la scénographie qui fasse le jeu. Il faut que ce soit le matériel et ce que le jeu montre, la scénographie, c'est ça, la mise sur table. Quoi. Visuellement, et que ça raconte l'histoire. Et qu'on bouge des choses, que ça bouge. Il faut qu'on s'amuse comme un enfant avec l'imaginaire qu'on a. Clairement. En ayant le plus de matos possible. J'avais noté aussi Bravust, mais ça c'est pour bientôt. Et on a Bravust qui sort pareil le 14 mars, là, donc dans 15 jours, qui est chez Labo Ludique, que je fais en co-autorat avec Théo aussi. Avec Théo. Et ça c'est quoi Ça c'est un jeu de tuiles. C'est vraiment un jeu de tuiles assez classique de parcours. On fait un chemin.
Le petit twist, c'est qu'on a 2 personnages qui vont avancer à la fin pour compter les points sur ce parcours-là, mais qui vont scorer différemment. Et donc il faut réussir à faire son chemin labyrinthe le mieux possible pour que ces 2 personnages-là marquent le plus de points possible, mais comme ils ne marquent pas les mêmes scores, les mêmes choses, voilà, il y a un petit casse-tête rigolo à faire. Ok, bon, il y a encore pas mal d'actu sur 2025. Et puis j'imagine beaucoup de protos en cours. Ouais, il y a plein de projets qui arrivent. J'allais dire on est obligé, mais c'est aussi, c'est le plaisir là aussi, et c'est pas les idées qui manquent, c'est presque les éditeurs qui manquent. Bah oui, c'est sûr que même si effectivement, parce que j'imagine que tout le monde commence un peu à ralentir aussi, il y a cette notion aussi de beaucoup de sorties et donc des choses qui ne durent pas peut-être suffisamment longtemps, etc. Ouais, c'est sûr que c'est très frustrant en tant qu'auteur. Il y aurait plein de choses à dire là-dessus, peut-être pas forcément le temps là tout de suite, mais il y a. Oui, bien sûr. Il y a du bon et du mauvais. Il y a plein de choses négatives au fait qu'il y ait beaucoup de jeux qui sortent et effectivement cette notion de jeu Kleenex, etc. Mais par contre, il y a pour moi un aspect positif et on n'y est pas encore. Il faudrait qu'il y ait encore plus de jeux, mais pour qu'il y ait un peu plus d'underground dans ce milieu, de choses niches qui soient un peu bizarres et des expérimentations Moi, je suis un idole de Friedman Friseux. Qui est presque dans le jeu moderne très classique, mais qui est en fait quelqu'un qui expérimente des choses et qui va faire des trucs un peu fous et qui a le droit de le faire parce que c'est lui-même qui le fait, qu'il a des gens qui le soutiennent derrière. Mais il y a vraiment ce truc j'ai l'impression que le jeu de société moderne tel qu'il est là manque de projets un peu fous. Oui, il faudrait éviter qu'on fasse trop pareil que tout le monde. Ouais, quoi. parce que là, il y a beaucoup de choses qui sortent, mais c'est quand même souvent... Alors, pas la même chose, mais moi j'adore aussi. trouver des jeux où il y a juste un tout petit truc qui a changé et qui l'a amélioré. Je trouve ça génial. Donc, c'est vraiment pas... Tout est pareil, c'est plutôt l'inverse. Il manque de choses complètement underground comme il peut y avoir dans d'autres cultures ou d'autres arts. Ok, bon, on attend d'ici quelques années des idées encore plus folles alors de ta part. J'espère. Si tu étais une mécanique de jeu, laquelle serais-tu ? Je crois que tu l'as un peu dit tout à l'heure. Mais... Ouais, je crois que je serais le deck building dans tous les cas. Ouais. Ouais. Ah, c'est marrant, mais tout le monde me répond ça, c'est un truc vrai de fou. Ouais, il va falloir que je fasse des stats. Mais en fait, je crois que c'est celle qui vient le plus souvent à l'esprit, en fait. C'est la métaphore la plus facile, la plus évidente, je trouve, pour la vie. On se rajoute des cartes au fur et à mesure et on en enlève d'autres quand on peut en enlever d'autres parce qu'elles sont trop lourdes. Donc, je trouve que ça correspond bien. Ça fonctionne bien, oui, c'est sûr. En même temps, c'est vrai. Si tu étais un mode de jeu, lequel serais-tu ? Un mode de jeu. Donc, est-ce que compétitif, coopératif, semi-coop Par équipe. Par équipe. Ouais, très clairement par équipe. Ouais, d'accord. Ouais, écoute. Si tu étais un illustrateur de jeux de société. Ah, waouh. Peut-être plus j'hésite. Ah, c'est dur. Il faut en choisir qu'un. Oui, une illustratrice, d'ailleurs. Mathieu Lessen. Ouais. Annie. Ouais. Pour quelle raison ? Je trouve que son trait, le dessin bouge. Voilà, c'est comme ça que je peux l'expliquer. Je trouve que ses illustrations, elles sont vivantes. Okay. Je les vois bouger. Ouais, il y a vraiment un truc dans son trait qui me fascine. Ça marche. Et alors, une autre question, c'est la dernière, c'est est-ce que tu aurais quelqu'un d'autre à me proposer à ce micro pour une prochaine interview sur le podcast ? Wow, t'as eu tout le monde. Non, je pense pas, non. Un peu de femmes, ça ferait du bien aussi. Ouais. Donc, je sais pas si t'as déjà eu Dorine Labarry. Non, ou si t'as pas eu encore Anouk, anciennement chef de elles montent projet, en plus leur maison d'édition Acacia. Donc voilà, ça serait assez pertinent, je pense. Elles ont pas mal de choses à dire. Ok, je note, effectivement. Tu as raison, il faut aller voir ce côté-là. Ouais. Et je te remercie beaucoup en fait, d'avoir pris ce temps au Festival de Cannes. Et puis, on termine le podcast comme on termine les vidéos. Alors, au jeu signé Maxime Rambourg. Tu joues ou quoi ? Merci à tous pour votre écoute attentive et régulière. Si vous avez apprécié cet épisode et souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à faire connaître le podcast autour de vous. Ça m'aidera beaucoup. Allez soutenir aussi la chaîne Tu joues quoi sur YouTube en commentant les vidéos règles de David et en les partageant. Dans 2 semaines, vous retrouverez à mon micro une personne du monde ludique, solaire et sympathique. J'ai nommé Monsieur Guillaume Gigueleux. L'ancien animateur de Trick Track travaille aujourd'hui chez Lucky Duck Games. Alors restez bien à l'écoute.